belongs to South African. I hate foreigner. I don't like foreigner. Foreigner must go to their country. I hate foreigners. I am xenophobic. I hate, again, I hate times and times. I don't know how many times. I hate foreigners. I am xenophobic. I don't like foreigner because foreigners, I don't have a child because of foreigner. Ramaphosa, take these foreigners to their country right now. Ce sont des images traumatisantes, ce sont des images de désolation et ce sont surtout des images que le monde comprend peu. C'est-à-dire que le 30 juin dernier, il y a encore quelques jours, des milliers et des milliers de Sud-Africains se sont déversés dans les rues sud-africaines à l'appel de plusieurs associations xénophobes, notamment la plus célèbre Opération Doudoula. Ces millions de personnes se sont jetées dans les rues pour pouvoir dire non, pas dire non au chômage, même si il est extrêmement fort dans ce pays. We are not here to ask, guys. Maybe let me just emphasize that. We are not here to ask. We are here to demand these jobs. Because all these people are South African nationals and they are not employed. Because of you. You are employing foreign nationals and they don't have the scarce skills. Pas dire non à la pauvreté qui ne cesse d'être en hausse du fait des politiques des gouvernements sud-africains. Non, ils se sont élevés pour dire non à l'autre. If they feared for their lives, they wouldn't be here. Remember, they left their countries because they feared for their lives, didn't they? Now, if they fear for their lives, what's stopping them from going to the next country? Why are they still fighting to be in South Africa? If you fear for your life and you're an immigrant, this is the best time to go back home. Dans les rues sud-africaines, on a vu des millions d'êtres humains chasser d'autres êtres humains, parfois avec les machettes. Ça donne des scènes absolument abominables où des Zimbabwéens, des Nigérians, des Malawiens sont montrés par les télévisions sud-africaines, ce qui est encore plus frappant, en train de s'échapper du pays. Ils vont dans tous les sens. From building to building, Mabaha. Foreigners getting employed because of cheap labor. The beginning, so we're gonna do this until they leave. On dénombre au moment de faire cette vidéo 8 morts et plus de 30 000 personnes déportées, de nombreux magasins fermés, pour ce qui est déjà considéré dans le pays comme étant les manifestations xénophobes les plus violentes depuis 2008. Foreigner must go to their country. I hate foreigners. Pour vous dire la vérité, je déteste les étrangers. I am xenophobic. Les images désemparantes troublent notre cerveau parce qu'elles s'opposent bien sûr à un contexte historique, mais elles s'opposent aussi dans le même temps aux images qu'on peut voir à Londres, à Lagos, à Paris, de la folie autour de la Mapiano. Oui, parce que si une grande partie du peuple sud-africain exprime une sorte de xénophobie envers les étrangers, et plutôt envers les étrangers africains, mais en fait, depuis plusieurs années, le monde entier a repris leur slogan « Amapiano to the world ». L'Amapiano est un genre né dans les rues sud-africaines et il a été exporté, mais pas dans une exportation solitaire. C'est-à-dire que de nombreux artistes nigérians, parisiens ont poussé le mouvement. Tout le monde a célébré les Grammy de Tyla, qui d'ailleurs se faisait passer au début, vous vous en souvenez, pour la reine de l'Amapiano. La DJ artiste Uncle Waffles est devenue super populaire avec des hits comme Tanzania. Davido a un titre Amapiano mélangé à de l'afrobeat qui a cartonné, d'ailleurs disque d'or en France. En même temps que le monde accueille les Sud-Africains, il y a des images de rejet absolument violents venant de l'Afrique du Sud. We've been calling for you guys to leave the country. Respect what we are saying and don't try and oppose what we are doing. Don't listen to the government, don't listen to the police, don't listen to anyone.
just listen to us. We are saying this peacefully. Please go to your country. 30 June is the deadline, but it's not like you must leave on the 30th of June. Yes. Don't leave on the 30th of June. Leave now. Because the 30th of June, I can't control people of South Africa. Et au vu de l'histoire du pays, ça a réveillé une blessure particulièrement ancienne et particulièrement douloureuse. Notamment chez les personnes qui sont principalement visées, à savoir les autres Africains. Ubuntu, c'est un mot qu'on dit communément que l'Afrique du Sud de Mandela a offert au monde entier. Ce qui signifie « je suis parce que vous êtes ». Mon humanité n'est pas une chose petite isolée. J'existe parce que j'ai la capacité de reconnaître que vous aussi, vous êtes des êtres humains. J'existe parce qu'il y a une communauté, une sorte de mémoire collective. Et c'est une idée qui a longtemps incarné la douleur de l'Afrique du Sud et qui, dans ces temps-ci, touche énormément de nos parents, de peut-être nos grands-parents, parce que j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes, ce qui ne fait pas très plaisir à tomber sur cette chaîne YouTube. Des fois, je vois quelqu'un qui me dit « je suis né en 2008 ». Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez continué à faire des enfants après 2000, en fait. On aurait dû interdire toute reproduction. Enfin, je comprends pas. Franchement, est-ce que... Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous avez... Et donc, du coup, pour revenir sur la génération de nos parents, ou alors de nos grands-parents, l'Afrique du Sud, ce n'était pas simplement un pays lointain. C'était l'apartheid, c'était le symbole d'un système raciste, violent, totalement inégalitaire envers les Noirs sur les terres même africaines. En fait, la douleur des Sud-Africains n'était pas une douleur étrangère. Les Sud-Africains sont pas un peu plus lointains. C'est une douleur déjà profondément humaine parce que c'est aussi pour ça qu'on a vu dans la vidéo sur Tracy Chapman que progressivement le combat des Sud-Africains a touché de nombreux pays dans le monde, notamment à Londres, ce fameux concert immense avec tous les grands artistes de la planète. Mais il y avait quelque chose aussi de spécifique aux enfants africains, de comprendre que la douleur que ces gens-là vivent, ça me concerne. Je me bats quelque part parce que le Ubuntu me touche profondément. Comprendre que si un peuple noir se bat quelque part, bah en fait, un peu de toutes les populations noires ailleurs sont humiliées. Et c'est pour ça précisément que l'Afrique du Sud n'est pas une île. Elle appartient à une mémoire collective mondiale, mais encore plus précise, africaine, qui a été portée, iconisée par précisément une voix que tout le monde connaît, à savoir Miriam Makeba. L'audace n'attend pas le nombre d'années, elle n'a que 20 ans. 20 ans, elle est déjà pourtant bien impétueuse. La petite Myriam qui fait les bars parfois en chantant dans les rues de Johannesburg, bah en fait, cette voix si belle, si mystérieuse a déjà vécu quand même pas mal de choses parce qu'elle naît dans une famille extrêmement pauvre. Son père meurt alors qu'elle n'a que 6 ans. Son nom dans sa langue natale, Senzi, ça veut dire tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, donc elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Sa mère aimante qui se bat, fait de la prison parce qu'elle brasse de la bière illégalement, donc c'est une vie dure, si rude pour elle. Et elle se découvre ce talent de chant, elle est obligée de se marier alors qu'elle n'a que 17 ans. C'est déjà une mère avec un enfant qui essaie de s'en sortir dans un monde en plus où l'apartheid est apparu. Déjà qu'ils n'étaient pas riches, ben en fait maintenant, depuis 4 ans à l'heure où je raconte l'histoire, il y a les lois qui décident que les blancs ont des droits, les noirs en ont beaucoup moins. Et elle qui se bat pour survivre au jour le jour, un père qui est mort alors qu'elle a 6 ans, et qui finit donc du coup par se découvrir cette passion pour le chant, par rencontrer un premier groupe qui s'appelle Coban's Lovers, par rencontrer un second groupe qui va s'appeler les Manhattan Brothers, et ces groupes-là font de la musique jazz, de la musique parfois un peu funky, qui s'inspire parfois un peu de la musique américaine, avec une tradition de chant africain. Des fois ils reprennent des classiques de la musique africaine. Il va avoir un premier tube qui s'appelle La Couche Langa. La Couche Langa. Elle est la choriste de la formation et c'est à partir de là qu'elle commence à avoir une vraie notoriété. Cette notoriété commence de plus en plus à grandir, elle devient une star en Afrique du Sud. En 56, elle sort une chanson avec un groupe qui s'appelle Skylar. Le titre en vrai ne lui plaît pas de ouf. Elle se dit bon voilà, c'est pas vraiment à la hauteur de mon talent, mais ça prend dans les bars de Johannesburg, ça s'appelle Pata Pata. Et au fur et à mesure que cette jeune dame
prend de l'ampleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à devenir une des voix qui s'oppose à l'apartheid en Afrique du Sud, dans ses discours, dans ses prises d'opposition, alors que c'est extrêmement risqué. Les pays africains ne sont même pas encore sous libération de la colonisation. En fait, elle est une voix qui porte. Elle rencontre d'ailleurs Mandela, qui est encore un jeune avocat. Ils sont pas encore les deux engagés dans une guerre véritable contre les Afrikaners, mais il y a déjà les graines de ce qui va arriver beaucoup plus tard. D'ailleurs, pour Myriam, la gifle va être très rapide parce que en 57, elle cartonne, en 58, elle cartonne, en 59, elle fait une comédie musicale qui cartonne, qui s'appelle King Kong, et juste après, elle prend un grand risque. Il y a un réalisateur américain qui fait un film qui s'appelle Come Back Africa. Ce film est déterminant parce que dans ce film dans lequel Myriam Makeba va accepter de jouer, en fait, c'est vraiment une critique froide de l'apartheid, une critique dure et plutôt humaine finalement de ce système où effectivement les blancs sont au-dessus, les noirs sont en dessous et c'est régi par la loi. La notoriété de Myriam Makeba va porter ce film, mais ça va aussi entraîner quelque chose d'extrêmement difficile à sa carrière, à savoir l'exil. Oui, parce qu'en fait, elle se rend à l'étranger pour faire la promo du film et quand elle se rend à l'étranger, elle découvre finalement qu'elle ne peut plus rentrer. Très rapidement, le gouvernement sud-africain fera d'elle une apatride, ça veut dire qu'ils vont lui retirer la nationalité sud-africaine, ils vont retirer ses disques de la vente. Elle est exilée en fait. À ce moment-là, cette jeune femme qui est une star en Afrique du Sud, elle se retrouve quelque part aux États-Unis sans véritable pays. Sa mère meurt quelques mois après, nous sommes en 60, et donc elle ne peut pas rentrer en Afrique du Sud. Elle fait la demande du coup au gouvernement sud-africain de pouvoir faire les derniers adieux à cette mère qui était la seule chose qu'elle avait. Elles se sont battues toutes seules dans les rues de Johannesburg. Enfin, voilà, l'humanité. Et ils vont refuser de lui donner un visa parce que du coup elle avait besoin d'un visa pour rentrer chez elle. Et paradoxalement, le fait d'avoir fait vivre cette violence à cette dame va faire en sorte que sa voix porte encore plus fort. Parce qu'à partir de là, le monde entier va découvrir l'exil de cette femme-là. Et en découvrant l'exil de cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va raconter frontalement? Elle va parler encore plus fort, elle va chanter encore plus vrai. Elle va raconter donc l'histoire de ses frères en Afrique du Sud qui sont brûlés par l'apartheid. Et donc du coup, la carrière de Myriam Makeba, qui va devenir une superstar mondiale, qui va être, on l'avait déjà dit, l'une des premières femmes africaines à connaître un succès international parce que vu qu'elle est aux États-Unis, ses premiers disques, juste après l'apartheid sort aux États-Unis, elle commence à avoir de vrais succès, des disques d'or avec des tubes comme de Click Songs. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle sort son premier album qui fait encore partie jusqu'aujourd'hui pour le Rolling Stone des 1001 albums à écouter absolument avant de mourir. D'ailleurs, la pochette est iconique, sublime pochette d'album. C'est le premier disque qu'elle sort quand elle se retrouve hors de son pays apatride. Et qu'est-ce qu'elle reprend? Voilà, vous vous rappelez, Mumbe, la fameuse chanson du Roi Lion. Et dans la chanson du Roi Lion, il y a déjà une histoire. Elle la reprend et elle la porte encore plus haut dans le monde. Et Myriam Makeba devient une icône engagée très particulière et très moderne en réalité parce qu'elle est très glamour, quand vous voyez, elle est très belle. Et en même temps qu'elle est capable donc de chanter les classiques du jazz ou les classiques de la pop américaine avec beaucoup d'aisance, en fait, elle porte aussi avec elle toute la culture de son pays. Elle fait toujours attention à chanter dans les langues sud-africaines, dans sa langue maternelle. Donc du coup, les albums sont pavés de chansons en langue maternelle, de chansons qui peuvent plaire au public américain petit à petit au fil des albums, mais qu'est-ce qu'elle va dérouler tout au long de son discours quand elle va comprendre que elle porte le monde, parce que maintenant elle est aux États-Unis, le monde la regarde, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle parle des autres pays. Il y a une chanson en 1965 qui s'appelle Cameroun où elle raconte la situation du Cameroun. Elle chante en français. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson Click Song parce que eux, ils ne savent pas dire où on Antoine. Il y a une chanson qui s'appelle Boucher. Elle parle du Congo et des souffrances du Congo. Elle prend
prend le parti de faire une chanson sur Lumumba en zoulou. Et à ce moment de l'histoire, il y a quelque chose de très important qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes au début des années 60 et il y a les premières indépendances africaines. C'est-à-dire que les pays africains commencent à être indépendants. Ils commencent à avoir des leaders, des présidents et pile à ce moment-là, ils ont cette femme-là qui est une icône. C'est-à-dire qui les représente et qui est aussi en même temps la représentation même du fait qu'à un endroit précis dans l'Afrique, il y a encore une domination où en fait être noir, ça signifie que tu es inférieur de loi à un homme blanc. I ask you and all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality? Mr. Chairman, there is already too much hate in my country. Donc en fait, elle représente quelque chose d'iconique pour ce qu'elle est, le fait qu'elle puisse passer des émissions américaines, le fait qu'elle puisse traduire finalement l'Afrique autrement, beaucoup plus moderne, mais aussi quelque chose de très précis dans le cœur des Africains en fait. Le cœur de ce de dire que nos frères de l'autre côté là, en fait chez eux, ils peuvent pas être traités comme nous on est traités parce que finalement, même si dans les années après il y aura parfois des désillusions, au moins là on a l'indépendance en fait. Nos pays plus ou moins nous appartiennent désormais, nous pouvons contrôler nos territoires. Et la très belle chose qui va se passer avec Myriam Makeba, c'est que oui, c'est une apatride, elle n'a pas de nation. Et donc, qu'est-ce que plein de pays africains vont faire? Oui, ils vont lui donner la nationalité. La Guinée va lui donner la nationalité guinéenne, le Soudan va lui donner la nationalité soudanaise, la Tanzanie va lui donner la nationalité tanzanienne, Cuba va lui donner la nationalité cubaine, le Ghana va lui donner la nationalité ghanéenne, et bien sûr, et c'est peut-être la partie la plus triste de l'histoire, le Nigeria va lui donner la nationalité nigériane, et même au Maghreb, l'Algérie va lui donner la nationalité algérienne qu'elle va prendre en 72 d'ailleurs. Elle va donc devenir citoyenne honorifique de plus de 10 pays africains. Et là, vous pourriez vous dire, oui, mais c'est des pays qui étaient toujours sous contrôle et tout, mais ce serait perdre de vue que ce sont de jeunes pays. Ils étaient rien, en vrai, 10 ans, 5 ans et tout. Mais ils ont tout de suite donné la nationalité à Myriam. Pourquoi? Le Ubuntu. Je suis parce que tu es. Et ce que tu vis, on le comprend, on le sait. Et même si on n'est rien, chez toi, tu es chez nous. Et on va maintenant tout faire pour pouvoir avoir le même comportement avec tes frères qui sont nos frères. Et c'est là où, effectivement, souvent on l'oublie parce qu'on parle souvent des actions des pays occidentaux, mais les pays africains se sont hyper mobilisés pour pouvoir sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid. Parce que jusqu'au bout, il faut se rappeler que les Américains et Israël ont beaucoup soutenu le régime de l'apartheid. Donc du coup, les pays africains se sont de façon différentes organisées. Il y avait notamment les frontline states dans les années 80, c'est-à-dire que c'est tous les États limitrophes à l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, le Swaziland, l'Eswatini, la Tanzanie, la Zambie, puis le Zimbabwe. Et leur rôle était de coordonner la pression sur le gouvernement d'apartheid et de recueillir les victimes, les exilés. Tous les Sud-Africains qui se battaient trouvaient refuge dans les pays externes pour pouvoir mieux repartir à la guerre. Et ce n'était pas gratuit en fait, c'est-à-dire que le fait d'être contre le régime d'apartheid, vu qu'il était soutenu par les pays occidentaux, qu'est-ce que ça donnait? Ça faisait en sorte que ces pays-là avaient des pressions militaires, pressions économiques, tentatives de déstabilisation, parce qu'aussi, comme l'Afrique du Sud était un vivier fort et que les Afrikaners étaient extrêmement puissants, ce n'était pas une aide, et c'est important que vous le compreniez, dans un monde où on était bien vu. C'était une aide dans un monde où on devait se battre, c'était la guerre. Et d'ailleurs, l'un des pays qui va le plus aider, parce que là j'ai cité principalement les pays d'Afrique anglophone, mais même en Afrique francophone, on va recueillir énormément de Sud-Africains. Certains pourront vous le dire dans les commentaires. Le fait que les Sud-Africains arrivent dans les pays africains, c'était toujours un bonheur parce qu'on se disait, ils arrivent chez nous, on les soutient parce qu'on sait ce qu'ils vivent. Je pense que le peuple sud-africain a décidé maintenant de se libérer ou de mourir. Ou tuer même, parce que vraiment ça fait longtemps que nos peuples demandent au gouvernement sud-africain de nous considérer comme tout le monde, mais il semble que ce gouvernement ne veut pas changer. Personne n'aime la violence, mais chaque fois que le peuple se manifeste, le gouvernement sud-africain répond avec la violence. Et l'un des pays qui a le mieux œuvré dans ça, c'était bien sûr le Nigeria, parce que le Nigeria, bien qu'étant loin, avait une sorte de force de frappe et une alliance avec le parti de Nelson Mandela. Et ils ont dépensé plus de 61 milliards de dollars d'aide pour pouvoir soutenir les différents mouvements qui essayaient
une fois encore, de déstabiliser le régime d'apartheid qui n'a finalement été totalement aboli en Afrique du Sud. Il faut vous en rappeler parce que c'est extrêmement récent qu'en 94. En 94, Madonna a été déjà une superstar. Michael Jackson avait déjà sorti Thriller, Bad et Dangerous. C'est extrêmement récent, c'était hier soir. Et c'est justement aussi parce que c'était hier soir que ce qui se passe dans les rues sud-africaines est aussi perturbant pour le monde entier qui a connu le parcours de l'Afrique du Sud, qui a vu Nelson Mandela, mais encore plus, vous l'aurez compris, à l'image de ce qu'est Miriam Makeba, à l'image de ce qu'est l'histoire pour de nombreux Africains. L'afrophobie, voilà le terme que vous cherchez, c'est le terme qui vous blesse parce que effectivement on connaît tous la xénophobie. La xénophobie c'est la haine de l'étranger de façon générale. They are killing us for what reason? We don't know. They are taking everything. Oh, our money, we didn't bring nothing. Dans les années 20, les Français ne voulaient pas d'Italiens ou d'Espagnols chez eux, ils étaient xénophobes. Aujourd'hui, bon, ils ne veulent de personne, pas de musulmans, pas de noirs, enfin, peut-être pas de femmes, enfin, je sais plus. Les Américains, ils veulent juste que des cow-boys, enfin bref, vous avez vu que le monde est de plus en plus xénophobe. Et c'est triste à voir. En revanche, ce qu'ont montré les Sud-Africains depuis de nombreuses années, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait environ 20 ans qu'il y a fréquemment des vagues de violence extrême de Sud-Africains contre d'autres personnes africaines, c'est justement ça, l'afrophobie. Afrophobia. Okay. It is Africans that they do not want, that their fellow Africans are criminals. C'est-à-dire que dans les vidéos, on le voit et ils l'expliquent d'ailleurs, ils n'ont aucun souci à voir des personnes blanches allemandes en Afrique du Sud, des personnes blanches françaises en Afrique du Sud. Ils n'ont pas de problème à voir des étrangers non noirs dans leur pays. En revanche, ils ciblent précisément tous les étrangers qui seraient congolais, nigérians, beaucoup de Nigérians, zimbabwéens, tanzaniens, ghanéens. Et justement, la blessure est là, la blessure d'un coup, c'est que tous ces peuples-là se disent « Mais attendez, Ubuntu, nous, vous êtes nous en fait, donc comment est-ce que vous pouvez nous faire ça à nous ?» I'm worried that it might come to us. You know, it's so painful that we all Africans, and when I am here in South Africa, I'm from Zimbabwe, I'm here in South Africa, it's like I'm home. On a tout fait pour vous. Enfin, on n'a peut-être pas tout fait, parce que ça a duré longtemps, mais au mieux de ce qu'on a pu, on a chanté Miriam Makeba, on l'a porté, on a été fiers de vous voir dans le film Invictus. On était fiers de vous en 95. Et peut-être que c'est là le problème, parce que si on descend dans les profondeurs de cette afrophobie sud-africaine, en vérité, l'apartheid se termine en 94. Mandela est président, mais le problème véritable qu'on avait déjà vu d'ailleurs sur la vidéo Israël-Palestine, c'est que la graine de la haine, tu la plantes, là comme ça, poum, mais tu sais jamais comment elle va se disperser. C'est-à-dire que tu sais que tu as planté quelque chose, mais tu sais pas vers qui ça va arriver et tout. Et je trouve que le film Invictus est toujours un bon moment de camouflage d'une réalité beaucoup plus perverse. Parce que si vous vous en souvenez, c'est d'ailleurs Clint Eastwood qui réalise ce film qui est magnifique, la chanson qui est magnifique d'ailleurs. Cette chanson est sublime, vous vous rappelez. Et elle est intéressante aussi dans le spectre de ce qu'on se raconte parce que c'est pas une chanson à la base sud-africaine. Mandela d'ailleurs l'a chanté, racontait qu'il l'a chanté quand il était en prison et que ça lui donnait du courage. Ce n'est pas une chanson sud-africaine, c'est une chanson de travailleurs zimbabwéens qui travaillaient dans les mines et qui quand ils venaient justement en Afrique du Sud, en fait se motivaient en chantant cette chanson-là. Donc en fait, encore une fois, cet hymne qui est devenu totalement accolé à l'histoire du pays, c'est un héritage africain. Justement, on va prendre quelques secondes pour que je vous raconte la thématique de Mandela quand l'Afrique du Sud doit recevoir la Coupe du Monde de rugby. C'est anecdotique sans l'être. Pourquoi ? Parce que le rugby et les couleurs de l'Afrique du Sud, ce maillot-là, pendant très longtemps, il a été associé à ceux qui jouent au rugby, à savoir les Blancs. Ça a toujours été ça. Et donc, quand l'Afrique du Sud doit accueillir la Coupe du Monde de rugby, Mandela est bien embêté parce qu'une grande partie de la société noire sud-africaine ne veut pas se rallier à ce maillot-là. C'est parce que c'est un maillot qui les a assouvis, c'est une équipe qui ne les a pas respectés. Et donc Mandela, progressivement, prend le parti de se dire que pour pouvoir avoir le fameux drapeau arc-en-ciel, je ne peux pas exacerber les tensions. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je garde le maillot et je demande à toute la population noire globalement de se rallier derrière. L'équipe étant aussi extraordinaire sur le terrain, ça donne ce grand moment d'émotion. Et ce film où à la fin tu pleures tellement c'est beau, tellement ils sont réunis et tellement
waouh, chaud, chaud. Je te dis, waouh, c'est sublime. Ils réussissent à vivre ensemble. Je me demandais comment on peut passer 30 ans dans une cellule minuscule et en sortir prêt à pardonner à ceux qui vous y avaient enfermé. Le problème, c'est que c'était faux. Pourquoi? Parce que parfois même, certaines personnes disent oui, mais l'esclavage, c'était il y a 200 ans, l'apartheid, c'était il y a 30 ans aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en reparle? Parce que une manière de structurer la pensée d'une société entière ne se termine pas parce que d'un coup on a dit que c'est terminé. Quand Mandela met fin à l'apartheid, la richesse, l'essentiel des terres, le pouvoir mental, la manière de structurer la société est toujours clairement du côté des Afrikaners. C'est-à-dire que l'idéologie même est déjà toujours sur une hiérarchie. C'est pas parce que la loi s'arrête que d'un coup tout le monde se voit pareil, vu que c'est en plus extrêmement jeune. Mais deuxième point super intéressant au-delà de la hiérarchie raciale elle-même, c'est que ce genre de loi apprend à une société à comment penser. C'est-à-dire que oui, c'est une manière de penser sur les noirs et les blancs, mais en vérité, c'est une machine à classer les êtres humains, c'est une machine à hiérarchiser les êtres humains. C'est-à-dire que toi, tu es indien, tu as droit à ça, toi, tu es rouge, tu as droit à ça, toi, tu es violet, tu as droit à ça. En fait, pendant des décennies, le gouvernement sud-africain a appris à définir la valeur d'un être humain par rapport à ce à quoi il ressemble, par rapport à d'où il vient, et c'est ancré dans leur société. I am ready for any eventuality. Whether foreigners think that they're going to take South Africa and make South Africans second-class citizens in their own country, whether they do it by politics, whether they do it through bribery or corruption, or they do it by the gun, we are waiting as South Africans because we are conscious enough to now understand what they're doing to our country. Et c'est pour ça que cette machine à division ne s'est pas arrêtée parce que Mandela a quitté le pouvoir. Au contraire, plus les Sud-Africains se sont sentis d'un coup libres de tous leurs mouvements, plus les êtres humains recherchent psychologiquement le moyen d'adapter la logique avec laquelle ils ont toujours vécu à d'autres personnes. Et cette logique-là ne peut pas s'encombrer d'anciens soutiens ou d'autres choses, vu que les premières manifestations afrophobes en Afrique du Sud, encore une fois, ne commencent pas en 2018, en 2008, mais bien en 2000. C'est-à-dire que quelques années simplement après l'apartheid, ils sont déjà dans les rues en train de dire aux Congolais, aux Nigériens de partir, qui ne sont pas chez eux. C'est au-delà de la situation simplement économique du pays, ça ressemble profondément à une logique psychologique. They came out in their thousands for a day of xenophobic rage across South Africa. Protesters brandishing buttons and flags. Là, parce que je commence à vous connaître, vous vous dites non mais Stevie, ok, mais ils sont plus nombreux en Afrique du Sud. Ils ont qu'à se lâcher et aller faire des choses de pas catholiques aux personnes blanches et les descendants des Afrikaners, là, reprendre les terres et se refaire. Et si vous dites ça, ça veut dire que c'est le second piège de l'apartheid et que vous n'avez pas vu la vidéo sur Israël et Palestine. Que vous avez oublié les nombreuses analyses qu'on a fait sur les Afro-Américains qui ont un problème similaire, différent, mais qui ressemble aussi à ça. Parce que le second piège de l'apartheid, c'est la soumission. Since 2007, almost 20 years. Oh, you are part of us now. You are no longer a German. But I live in Cape Town, so I'm not. En vérité, oui, il y a une détestation du maître. Mais pendant longtemps, le système sud-africain, qu'est-ce que ça t'apprend aussi? Ça t'apprend que le maître, c'est celui qui a le pouvoir économique. Le maître, c'est celui qui, malgré tout, quand tout tombe, en fait, les quartiers sécurisés, la domination, tout ça ne change pas. Il y a encore, en Afrique du Sud, plusieurs villes, je crois 2 villes, qui sont entièrement réservées à des Blancs. I'm in love with Orania. Yeah. Can I stay in here? You're not African. Afrikaners are descendants of Dutch settlers who arrived at the Cape of Good Hope on a boat in the year 1652. Would you say that Orania is a controversial town in South Africa? Orania is definitely. I don't have to doubt it. I know that Orania is controversial. Orania. What is happening? Can somebody answer? Section 235 of the South African Constitution acknowledges the right of cultural groups to self-determination. But what about the Afrikaner enclave of Orania, which also uses race to determine who can be allowed to live in that community? Le pouvoir économique est encore largement
aux mains de ceux qui ont profité de l'ancien régime. Et comme il est cadenassé, qu'est-ce que ça fait? Ça crée la peur. J'ai fait plusieurs recherches et on se rend par exemple compte que l'Afrique du Sud, mais ça ne devrait pas donc vous surprendre, est l'un des pays les plus inégalitaires au monde sur le prisme de la race. Une grande partie de la richesse de la terre et du capital est concentrée sur les Afrikaners. Ils dirigent toujours le pays d'une autre manière, mais cette direction du pays qu'ils ont est encore peut-être plus perverse parce que maintenant ils ont établi un système de peur. Ils sont sud-africains au même titre que les autres, mais ils bénéficient à la fois de la soumission d'une grande partie de la population noire parce que c'est eux qui ont le pouvoir, et du pouvoir à la fois judiciaire et du pouvoir à la fois économique et du pouvoir eux-mêmes de se protéger vu qu'ils ont aussi le pouvoir militaire. It's very painfully. Black South Africans are suffering from what is called the Stockholm Syndrome. They love their tormentors who are white. That is why it is not even xenophobia. A friend of me corrected me. It is Afrophobia. Okay. It is Africans that they do not want. It is the whites who still control over 70% of their land. It is the whites who run an enclave called Orania, where blacks are not allowed. Finalement, ça reste un pays cadenassé où toute cette haine, toute cette frustration que vivent les Sud-Africains sur leur terre, vers quoi elle est obligée de se diriger? Oui, vers les personnes que tu peux atteindre. L'étranger africain qui te ressemble, que tu vois dans la rue et qui parfois réussit mieux que toi, parce que l'autre problème des Sud-Africains, c'est quoi? C'est que c'est un pays dans lequel le chômage est extrêmement haut, à savoir 34% de la population. Mais comme vous l'avez compris, il ne faut pas voir les 34% de la population comme ça. On estime déjà qu'il y a un écart de plus de 30% sur le taux d'alphabétisation et de diplôme entre les Noirs et les Blancs. Ça veut dire que ce taux-là doit être encore plus fort chez la population noire, à savoir qu'ils doivent peut-être être à 50%, voire à 60% de taux de chômage. Et s'ils sont à 60%, je ne vais pas vous embrouiller avec les mathématiques, mais s'ils sont à 60% par exemple de taux de chômage chez les Noirs, ça veut dire qu'il y a très peu de taux de chômage chez la population blanche. Donc du coup, eux, ils conservent toujours le pouvoir. Et cette population, donc du coup, qui se retrouve dans son pays, qui est un pays développé mais complètement démuni, se dit, comme pour beaucoup, que la personne qui me met dans cet état, la personne qui fait en sorte que je souffre autant chez moi, c'est la personne que je peux atteindre. C'est la personne que je vois. C'est l'étranger qui est arrivé chez moi. En Afrique du Sud, des extrémistes anti-migrants empêchent les étrangers d'accéder aux cliniques publiques. Les membres du groupe appelé Opération Doudoula bloquent les entrées des centres de santé, exigeant des pièces d'identité locales. Je prends des médicaments ici depuis 2010 et je n'ai jamais rencontré une telle situation. Aujourd'hui, nous sommes venus et les membres de l'opération Doudoula ne nous autorisent pas à entrer. C'est l'opération Doudoula qui nous interdit d'entrer. Je ne dirais pas que ce sont les infirmières qui m'ont empêché d'entrer. Ils ferment les portes pour nous empêcher d'entrer. Ils disent qu'ils ont besoin de nos passeports et de nos pièces d'identité. Qui lui peut s'en sortir? S'il a son petit magasin et que moi je n'y arrive pas, ben en fait ça renforce mes peurs. Ça renforce les fameuses blessures que j'ai. Parce que j'ai eu l'habitude de savoir que le blanc lui me méprise. Le blanc lui, voilà, où il a tout. Mais l'autre là que je vois, comment est-ce qu'il peut gagner ce que je n'ai pas chez moi? C'est ce schéma-là qui crée cette haine intense qu'on retrouve donc chez énormément de Sud-Africains et qui fait en sorte que, bien évidemment, ils continuent en réalité avec les réflexes de l'apartheid. Ils cherchent le Somalien qui a son salon de coiffure et le 30 juin, comme on a vu, ils avaient lancé un appel à tous les étrangers en leur disant « Vous quittez le pays avant le 30 juin. Et si tu es un étranger qui est dans le pays le 30 juin, ben en fait, qu'est-ce qu'on fait? On te tabasse, on te jette, les gens se cachent, les gens perdent leurs économies, leur salon de coiffure, leur petit job. C'est-à-dire que même des petits boutiquiers, ben, on t'agrippe. For us, we need the police to secure our safety. That's what we need, and for our children. Et c'est l'un des points les plus perfides qui met bien en exergue la folie furieuse dans laquelle énormément de personnes en Afrique du Sud vivent. C'est que l'Afrique du Sud est certes un des pays les plus riches d'Afrique. Mais il faut aussi savoir que c'est historiquement de cette façon que je voulais raconter, un des pays qui accueille le moins d'étrangers, du fait de leur histoire en fait. C'est pas une destination où énormément de gens vont. On a appris pour beaucoup d'Africains à les recueillir. Ça ne veut pas dire qu'on les méprise, non, c'est justement Ubuntu. Et c'est aussi pour ça donc que les étrangers en Afrique du Sud ne représentent que 4 à 5% de la population. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'en vérité, ces gens ne sont pas en train de se battre contre les personnes qu'ils essaient de chasser. Ils se battent profondément contre eux-mêmes parce que Ubuntu est vrai.
Et c'est là que le problème sud-africain devient quelque peu insoluble. Parce que tout le monde se demande comment faire, que faire. Et le président sud-africain, par exemple, a réagi récemment aux nombreuses violences que subissent les étrangers en Afrique du Sud. Du coup, Cyril Ramaphosa a dit qu'aucun citoyen n'a le droit d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander ses papiers, ce que font les Sud-Africains, beaucoup de Sud-Africains dans les rues. Il a appelé la fondation Nelson Mandela à rejeter les violences et à arrêter de transformer les étrangers en boucs émissaires, ce qui est très bien. Mais la problématique, c'est que dans le même temps où le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait ses déclarations disant qu'il ne fallait pas attaquer les étrangers, et d'ailleurs, petite précision au cas où vous ne l'aurez pas compris, ils attaquent aussi bien les étrangers en situation régulière que les étrangers en situation irrégulière. Ils ne font pas la différence, ils attaquent les étrangers. Et donc du coup, le twist malsain, selon moi, du président Cyril Ramaphosa, c'est qu'il a fait ces déclarations tout en menant un discours beaucoup plus dur sur l'immigration légale. Ça veut dire qu'il a dit oui, n'allez pas attaquer les gens, mais en même temps il a dit on va être beaucoup plus ferme sur l'immigration légale en Afrique du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, voilà, pour moi en tout cas, il ne durcit pas totalement la main face à ce qui se passe dans les rues. Le seul leader politique sud-africain qui a véritablement pris position contre les populations xénophobes, c'est Julius Malema. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait l'interview dans le Guardian en disant que ce n'était pas de la xénophobie, c'était de l'afrophobie. Et il a pointé le fait que les populations ne ciblaient que les Noirs et demandé pourquoi est-ce qu'ils ne ciblent que les autres Africains. Et c'est l'un des seuls leaders politiques en Afrique du Sud qui parle de la redistribution des terres, du fait d'aller exproprier les anciens bénéficiaires de l'apartheid. Et c'est son angle politique et je pense que c'est pour ça qu'il a cette lecture peut-être un poil plus lucide de ce qui se passe dans le pays. Mais maintenant, là où le silence sud-africain fait beaucoup plus peur et est beaucoup plus inquiétant, c'est sur la scène artistique. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'artistes sud-africains, mais vraiment très peu, qui s'élèvent. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis qu'on voit que c'est une doxa populaire auprès de la population. Si aussi peu d'artistes sud-africains ne veulent s'élever pour dire aux gens de ne pas sortir dans les rues pour chasser les étrangers, ça veut dire qu'ils savent que c'est une mesure impopulaire. D'ailleurs, Black Coffee, qui est aimé par beaucoup, on lui avait prêté beaucoup de propos xénophobes. Il a contredit en disant qu'il n'a jamais tenu ces propos-là. Mais il n'est jamais sorti pour dire aux gens ne sortez pas dans les rues ou alors calmez-vous. Et d'ailleurs, l'un des événements qui avait été très marquant en 2019, c'est quand Tiwa refuse d'aller en Afrique du Sud parce qu'elle dit qu'on massacre sa population là-bas et elle se rendra jamais dans un pays où on massacre sa population. Et Burna Boy décide d'y aller. Et il y a le concert sur la réunification de l'Afrique. Donc en concert, tenez-vous bien, qui est organisé pour se battre contre la xénophobie. Les Africains réunis. Burna Boy est là. Et au moment de monter sur scène, plusieurs artistes sud-africains décident de ne pas monter sur scène parce que Burna Boy est là. Et c'est donc là que Burna Boy, outré, excédé, va dire qu'il quitte l'Afrique du Sud et qu'il n'y retournera jamais. Vous connaissez Burna Boy? Il a dit « Je quitte l'Afrique du Sud, je ne retournerai jamais ». Pareil pour Jidena, qui était allé et était revenu en disant que l'Afrique du Sud a un profond problème qu'il traîne depuis l'apartheid. Et moi, je pense que ça va être extrêmement difficile pour les nations européennes et les nations surtout africaines de lutter contre ça. Parce qu'en vérité, c'est juste la continuité de l'apartheid. C'est juste la preuve que, en fait, on a retiré la loi, on n'a pas rétabli une société égalitaire. Et comme on n'a pas rétabli une société égalitaire, la mentalité de l'apartheid a continué. Et l'une des raisons pour moi aussi qui fait en sorte que de nombreux leaders politiques ou afrikaners ne vont absolument pas empêcher la xénophobie, l'afrophobie des Sud-Africains, c'est que c'est arrangeant. Si tu réussis à te poser après avoir été maltraité 70 ans par les mêmes personnes et à finalement penser que c'est la personne qui habite au coin de ta rue depuis 10 ans qui te vole quoi que ce soit, tant mieux pour la personne qui t'a esclavagisé pendant 70 ans. Tant mieux. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il va se casser la tête alors que vous vous battez, deux petits chiots là-bas en train de vous battre, au lieu de réfléchir, de vous dire que, mais en fait, qui a véritablement bénéficié du système de l'apartheid? Qui en bénéficie encore aujourd'hui? Est-ce que c'est le petit Zimbabwéen là qui est là ou alors le petit Congolais? Ou alors, est-ce que ce sont les grandes villes qui ne sont pas accessibles aux Noirs parce qu'ils sont Noirs dans un pays en Afrique? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, je pense que ça va être un problème très difficile à démêler parce que finalement, ça arrange
une partie des personnes qui ont justement le pouvoir en Afrique du Sud, parce que c'est la preuve qu'ils l'ont pas perdu. Les lois ont changé, mais la mentalité est restée, et la mentalité peut être encore plus forte. Parce que être en prison, dans une prison physique, c'est quelque chose, mais alors la prison mentale, ça donne ce à quoi on assiste actuellement. De belles chansons, oui, de beaux hommages, mais un monde profondément malade. Ces images de personnes dans les rues qui pourchassent d'autres personnes noires, spécifiquement en leur disant vous partez demain matin, vous n'êtes pas ici chez vous, quoi qu'il arrive, n'allez même pas voir à la police, vous partez, on a décidé de vous dégager, vous dégagez. Ben en fait, encore une fois, sont blessantes. Et elles ont entraîné le débat autour du boycott des produits sud-africains. C'est-à-dire que les gens se demandent est-ce qu'il faut boycotter Tyla, est-ce qu'il faut boycotter l'Amapiano, parce qu'encore une fois, l'image de l'Amapiano qui cartonne dans le monde, des gens qui dansent sur l'Amapiano dans le monde, contraste avec le fait que en fait, en Afrique du Sud, on rejette les autres Africains qui sont pourtant les principaux porteurs de l'Amapiano dans le monde. D'ailleurs, le slogan de l'Amapiano, c'est Amapiano to the world. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir exporter des choses et l'exporter à l'aide d'autres Africains qui dansent dessus, en même temps rejetant ses propres Africains. Et donc du coup, la question du boycott prend de plus en plus d'ampleur. Même la série de Netflix de Polygamiste, beaucoup de personnes disent qu'il faut boycotter cette série parce qu'elle est une série à la base sud-africaine, même si en vérité la réalisatrice, la co-réalisatrice je crois, est zimbabwéenne. Donc du coup, ce n'est pas totalement une production sud-africaine. Mais clairement, la question du boycott est posée. On a même vu que le ministre de la Culture sud-africaine a dit que plusieurs artistes sud-africains avaient été boycottés ou alors complètement annulés dans plusieurs pays dans le continent, ce qui est une première. Avant, les pays africains étaient quand même frileux à l'idée de boycotter les Sud-Africains. C'est la première fois qu'ils commencent à prendre des mesures violentes contre les Sud-Africains. Je ne suis pas juge, je suis juste un passionné et un journaliste de métier qui vous parle en général de musique et de pop culture. Mais aussi bizarre que ça puisse vous paraître, je pense que c'est un tort. Je pense, et je sais que vous allez tomber par terre parce que vous allez vous dire mais comment il peut dire ça? Je pense que c'est un tort. Je pense que le fait de boycotter les institutions sud-africaines, les politiques sud-africains, ou alors de mettre la pression sur l'État sud-africain pour qu'il change les politiques ou alors pour qu'il fasse quelque chose concret contre l'afrophobie doit être fait par plusieurs États africains et d'ailleurs par plusieurs États européens parce que c'est un problème qui touche à notre humanité à tous. Donc ça, je suis d'accord. Alors, commencer à boycotter des Sud-Africains partout parce qu'ils sont Sud-Africains, c'est un danger dans lequel je pense que les Africains auront l'honneur de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que l'histoire que je viens de vous raconter, si vous l'avez bien comprise, qui est l'histoire de l'Afrique qui a porté l'Afrique du Sud, ne doit pas devenir l'histoire des Africains qui se battent entre eux. Ça ne peut pas le devenir en fait. Parce que, comprenez bien, les Sud-Africains vous montre que l'apartheid n'est pas fini. Il vous montre à quel point ils sont perdus. Parce que, encore une fois, reprenons les chiffres. Ils ont 4% d'étrangers. Si on parle de personnes noires, peut-être qu'ils en ont 3%. S'ils en arrivent à descendre dans les rues pour chasser ces personnes noires, ça vous montre à quel point le problème n'est pas les autres personnes noires. Ça vous montre à quel point, justement, c'est un peuple toujours emprisonné. Vous prenez d'autres pays en Afrique, par exemple, les Ivoiriens ont 22% d'étrangers chez eux. Vous ne voyez pas des Ivoiriens dans la rue. Ça dit quelque chose sur la capacité d'accueil des Ivoiriens. Les Camerounais ont 10% d'étrangers chez eux. Et vous ne voyez pas les Camerounais sortis dans les rues en train de... Parce que ça dit quelque chose sur la capacité d'accueil et l'historique du pays. Si les Sud-Africains sont dans ces situations, c'est pas simplement parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'en vérité, ils souffrent toujours de la même maladie dans laquelle vous essayez de les sortir depuis 70 ans. Et que le décret qui a été passé en 90 et puis en 94 ne les a pas pu aider. Alors du coup, ils vous rejettent la haine dessus, mais faites attention. Parce que si on commence à dire que parce que tu es sud-africain, on te boycotte, parce que qu'est-ce que ça va créer? Ça va justifier cette haine. On va se dire que du coup, vu que je te déteste, tu me détestes, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des Africains qui vont commencer à s'affronter sur la base de la nationalité. Et c'est comme ça qu'on va arriver au génocide. Je comprends la blessure. Je ne minimise absolument rien. Je comprends les mois, mais justement, je vous dis que c'est parce que vous avez cet émoi que vous devez vous rappeler que les Sud-Africains, ils sont vous, en fait. C'est juste que vous vous rendez compte avec le temps qu'ils ont été beaucoup plus brisés intérieurement. Et franchement, quand vous regardez les images, vous les voyez. Il y a une dame, là, la fameuse idole de la dame, qui pleure sa haine, qui dit à quel point
Et les gens, c'est inédit. Moi, j'ai jamais vu un être humain comme ça. Elle n'est pas normale, cette femme. Elle est profondément en souffrance. Et la personne qu'elle déteste le plus, regardez cette vidéo. Pour vous dire la vérité, je déteste les étrangers. Je déteste les étrangers. Et le gouvernement ne fait rien. Ce n'est pas les migrants. Ça ne peut pas être les migrants. La tristesse quand tu vois cette vidéo, c'est la personne qui déteste le plus. C'est pour ça d'ailleurs que moi je rigole quand je vois cette vidéo. Parce que la personne qui déteste le plus, c'est elle-même. C'est la situation, c'est ce qu'ils voient dans le miroir que les Sud-Africains détestent. Et c'est pour ça que ça doit nous alerter. Pas simplement pour nous dire qu'il faut se comporter comme eux, mais pour éviter que la haine sud-africaine, la graine de la haine sémée par l'apartheid ne puisse devenir une guerre entre Africains. Depuis 1969, j'ai très peu travaillé là-bas à cause de cette campagne qui a tenté de me boycotter et de m'éliminer. But I am very happy to say that it has not affected my career in other parts of the world. Et nous arrivons bien sûr à la fin de cette analyse. Je vous invite à donner tous vos avis sur tous les éléments abordés, Myriam Makeba, le soutien massif, sublime de vos parents, peut-être de vos grands-parents, ou peut-être auxquels vous avez partagé cette vidéo, qui vont se rappeler, et qui nous honorent d'ailleurs en tant qu'humains et en tant qu'Africains d'avoir vu comment les Sud-Africains étaient de l'autre côté, ils n'avaient pas Internet et tout, mais ils se sont soutenus en fait. Et donc du coup, je pense que en tout cas, moi, dans ma vision, c'est cette vision-là que j'espère que l'Afrique gardera, même si c'est dur. De se dire que, bon, nos frères sont fous. Ils sont un peu dans une phase difficile de l'histoire encore, parce que l'histoire les a véritablement traumatisés. Mais si nous répondons à leur folie par notre propre folie, ben en fait, l'apartheid aura gagné une seconde fois, en fait. Et on ne peut pas laisser ça se faire. C'est mon opinion sur la question. N'hésitez pas à me donner la vôtre. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et bien sûr, je vous retrouve avec plaisir, encore une fois, pour une nouvelle vidéo. Ah, et sinon, je suis une nouvelle fois tonton. Ma meilleure amie a accouché aujourd'hui. Pendant que je faisais la vidéo, j'ai reçu le message me disant que voilà, le petit Kwame est arrivé. Et ça fait des mois que je l'attends. Donc du coup, je suis super content et je lui fais un petit message parce que je me dis que, vous savez, il sera grand un jour. Attendez, je vous montre. Ça fait des mois que je l'attends. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je lui ai acheté ces petits vêtements là, tu vois. Ah, voilà, ton tonton a pensé à toi, tu vois, Kwame. Donc du coup, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je t'ai acheté tes premières tenues. Voilà. Et je voulais lui faire un petit message comme ça, un jour quand il sera grand, il se souviendra qu'il était attendu, qu'il était aimé. Parce que c'est d'ailleurs le thème d'autres vidéos. Parce que si les Sud-Africains s'aimaient un peu plus, ils ne vous détesteraient pas autant. Donc du coup, Kwame, ton tonton t'aime très fort. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires là qui vont te dire bienvenue sur Terre. Tu regarderas très certainement cette vidéo quand ce sera très grand. Enfin, j'espère. Ton tonton t'aime très fort. L'aventure sera très longue parce qu'on va faire beaucoup de choses. On va écouter Brandy, on va jouer à la PlayStation. Enfin bref. Dites tous bienvenue dans ce monde à Kwame. Je vais aller lui donner sa tenue tout à l'heure parce qu'il se souviendra aussi qu'il y avait plein de gens dans le monde qui était fier de le voir arriver sur cette planète Terre, comme son tonton.